Voici l'île Phillip, un simple point sur la carte de l'Australie à 120 km de Melbourne. Autrefois, c'était un endroit sûr où les manchots pygmées régnaient en maîtres. Le territoire est de taille réduite, 101 km², mais offre des conditions parfaites. Poissons à volonté, pas de prédateurs, niveau de menace nul. Un biome paisible, en équilibre et aucun danger à l'horizon. C'était comme ça avant la mise à jour. Maintenant, quand on marche sur la plage, on entend une alarme, des sons courts, semblables à des sifflements. C'est pas un simple bruit, mais le cri de guerre de ces créatures minuscules de 30 cm de haut pour 1,5 kg. Les manchots se battent pour leurs terriers, pour leurs poussins, pour le droit d'exister. Leurs ennemis, des corbeaux, une sous-classe agressive qui a envahi les lieux. Et les combattre semble presque impossible. Conflit sur l'île Phillip. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. En 2013, on a observé le premier déséquilibre majeur. Des chercheurs ont étudié les statistiques et découvert que 60% des nids de manchots avaient été attaqués par des corbeaux. Et il ne s'agissait pas de raids aléatoires, mais de frappes coordonnées. Sur 40 000 manchots nicheurs, 12 000 terriers avaient été perdus. Pour une population de 20 000 couples, c'était désastreux. Les manchots pygmées ne font pas de nid, ils aiment l'architecture souterraine. Au lieu de brindilles et de plumes, ils utilisent de la terre, formant un réseau de tunnels sous le sable. Parfois, ils les creusent eux-mêmes, mais parfois ils s'emparent de terriers abandonnés par d'autres créatures. Chaque terrier est plus qu'une maison, mais une capsule de survie où tout dépend de la solidité des murs et de la détermination des parents. En cas de menace, l'un d'eux entre en mode gardien du terrier. Il reste à l'intérieur, couve et repousse les attaques jusqu'à ce que les poussins aient 2 semaines. À ce moment-là, ils sont encore faibles, mais couverts de duvet protecteur et ils peuvent supporter le froid si le parent s'absente. Pendant ce temps, les corbeaux maintiennent le siège. Ils surveillent l'entrée pendant des jours, s'assurant que les manchots sont à l'intérieur. Il y a plus de terriers que d'oiseaux, donc une erreur est vite commise. Après la reconnaissance, l'opération commence. Calme, précise, efficace. Le plan est bien rodé. Un corbeau distrait le parent à l'entrée, tandis que l'autre perce le toit pour voler les œufs ou les poussins. C'est pas un simple raid, mais une attaque synchronisée. Lors d'une violente attaque, 2 corbeaux ont jeté un manchot adulte d'une falaise pour accéder au terrier. C'était pas des débutants, plutôt des vétérans qui avaient déjà mené de nombreuses batailles. Mais en général, c'est plus basique. Les corbeaux harcèlent le parent jusqu'à ce qu'il abandonne. Pas de gaieté de cœur, mais ces attaques peuvent durer des jours, sans arrêt, jusqu'à l'épuisement du défenseur. Chose intéressante, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a 30 ans, les manchots ne se souciaient pas des corbeaux, mais ces mêmes corbeaux qui étaient arrivés du continent dans les années 70 ont décidé de diversifier leur régime. Un plan ambitieux car ces corbeaux ne sont pas plus gros que les manchots. Le plus intéressant, c'est que personne ne sait pourquoi ils ont commencé à voir les manchots comme des proies. C'est arrivé un beau jour et ça a inquiété les chercheurs. Les manchots pygmées qui vivent le long de la côte sud de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ne sont pas encore menacés. Étonnamment, cette espèce a survécu là où beaucoup d'autres ont quitté la partie. Mais la colonie de l'île Phillip est la plus grande et c'est pourquoi elle est au bord de l'instabilité. Les écosystèmes insulaires sont réglés au millimètre. Un problème, une nouvelle variable et l'équilibre s'effondre. Ce qui a pris des siècles à affiner peut tomber dans le chaos au moindre faux pas. C'est pourquoi les biologistes sont inquiets. Sur les autres îles, les corbeaux n'attaquent pas les manchots, mais puisque ceux-là ont appris à le faire, d'autres pourraient les imiter. Ce qui serait un gros problème pour les manchots. Mais d'autres ont vu venir le danger. En découvrant que les corbeaux s'étaient mis à chasser les manchots, des chercheurs ont mené une enquête pour vérifier l'ampleur de l'invasion. Ils ont analysé l'ADN de manchots trouvé dans les excréments des corbeaux. C'est ce qu'on appelle de la science de terrain. Les résultats étaient pires que prévu. Le régime des corbeaux était très varié. Ils mangeaient non seulement des manchots, mais aussi d'autres oiseaux et petits mammifères. Si leur nombre continuait à augmenter, les premiers à disparaître seraient les moins résilients, ceux qui nichent au sol, sans protection, sans terrier, sans abri.
Cela dit, ces manchots ont déjà survécu à une tentative d'un prédateur de les éliminer. Autrefois, l'île abritait des renards non natifs qui ont tué 3400 manchots. Dans les années 1980, il ne restait qu'une colonie, les autres avaient disparu. Les renards ne tuaient pas les manchots pour s'en nourrir, mais parce qu'ils le pouvaient. La catastrophe insulaire classique, un prédateur trop intelligent et une proie trop lente. On a alors décidé de faire quelque chose d'inédit en Australie, éradiquer les renards. 10 ans de chasse, de pose de pièges et de patrouilles nocturnes plus tard, en 2015, l'île Phillip est devenue la première île sans renards, plus que le silence et des milliers de manchots revenant à la vie. Actuellement, l'île est gardée par 2 chiens, Flash et Macy. Avant, ils traquaient les renards et maintenant ils patrouillent le long de la plage au cas où. Ces dernières années, ils n'ont rien trouvé. Pas d'odeur, pas de traces. Le danger s'était évanoui. Mais la nature a horreur du vide. Alors qu'on commençait à peine à se détendre, le ciel au-dessus de l'île a noirci. Les renards avaient disparu, mais les corbeaux sont arrivés. Le truc, c'est qu'il y a un pont entre l'île et le continent, et une caméra spéciale est censée détecter les renards. Mais en 2022, il n'y avait aucun signe de prédateur. Ainsi, on a supposé que la nouvelle menace n'était pas arrivée sur l'île Phillip par voie terrestre. Or, une fois les renards partis, les manchots ont baissé leur garde. Leur nombre a rapidement atteint 30 000 oiseaux. Ce qui illustre bien le mal que les espèces non natives font aux îles et à quelle vitesse les choses s'améliorent quand elles disparaissent. Mais il y a un problème, les corbeaux ne sont pas des renards. Les corvidés, famille qui comprend les corneilles, les grands corbeaux, les corbeaux freux, les pies et bien d'autres, sont sous-estimés en tant que prédateurs. Mais c'est une erreur. Ils prospèrent en ville, ils mangent de tout et leur intelligence les rend dangereux. Quand des corbeaux posent un problème, s'en débarrasser est sacrément difficile. De plus, quand les chercheurs ont étudié pourquoi les corbeaux chassaient les manchots, ils ont découvert que la cause n'était pas génétique. Les corbeaux avaient appris à le faire. Un jour, un corbeau a vu des manchots et a pensé « Eh, ça doit pas être mauvais !» Il a essayé ceci et cela, il a trouvé la bonne technique et il l'a enseigné aux autres. Peut-être même qu'il a tenu un atelier. Bref, la nouvelle s'est répandue. Les corbeaux sont capables d'apprendre en observant les autres, alors les manchots n'avaient aucune chance. Après ça, toute l'île ne parlait que d'une chose, comment arrêter les corbeaux. Certains voulaient leur tirer dessus, d'autres les empoisonner. En fin de compte, on s'est souvenu d'une méthode employée autrefois, la lutte biologique, c'est-à-dire tuer un tueur avec un autre tueur. Normalement, la nature se maintient en équilibre, mais quand une espèce non native nuisible apparaît, elle n'a aucun obstacle. L'équilibre s'effondre, tout va de travers. La lutte biologique sert à corriger ça. L'idée n'est pas d'éliminer les envahisseurs, mais de rétablir l'équilibre. D'en conserver certains, mais en nombre réduit, pour les intégrer au système. Seulement sur l'île Phillip, les corbeaux n'ont aucun prédateur. Alors, qui pourrait jouer ce rôle ? En théorie, l'ennemi parfait serait un rapace, un animal rapide, agile et impitoyable, comme un autour. Dans les forêts européennes, les autours éliminent les geais et les corbeaux en plein vol comme des missiles vivants. Ils ne planent pas comme les aigles. Ils jaillissent à travers la canopée, brusquement, silencieusement, sans prévenir. Pour faire vivre un enfer aux corbeaux, il n'y a pas mieux. Les autours traversent la forêt à toute vitesse, chassant oiseaux et mammifères. Ils frappent sans bruit et saisissent leur proie dans leur serre. Bref, c'est des pros et les corvidés sont déjà à leur menu. Relâcher quelques centaines d'autours permettrait de débarrasser l'île des envahisseurs. Ça semble génial en théorie, en réalité pas tant que ça. Mais au lieu de se focaliser sur une espèce, on va parler des rapaces en général. Alors, à quoi servirait un autour sur l'île Phillip ? Eh bien pour commencer, il éliminerait les chats, car il y en a beaucoup trop. Les chats sont une menace pour les manchots, mais aussi pour les autres oiseaux et mammifères. Les chats arrêts s'adaptent facilement, ce sont des tueurs nés et ils détruisent la nature de toute île où ils s'installent. Ils ont déjà éliminé des dizaines d'espèces, reptiles, oiseaux, mammifères, en Australie, et ils n'ont pas l'intention d'arrêter. Le plan est simple. Les autours éliminent les chats et les corbeaux, les prédateurs disparaissent, les manchots sont sauvés. Logique, prédateur contre prédateur, équilibre restauré. Mais ça ne marche jamais comme ça sur les îles. Voici pourquoi. Problème numéro 1, l'emplacement. Ces oiseaux nichent dans les arbres.
Or, l'île Philippe n'est couverte de végétation qu'à 20%, malgré des années de reboisement. Avant, c'était 7%. Les paysages arides de l'île sont désolés à côté des collines vertes et des champs de l'île Norfolk. Pourquoi une île est-elle rouge et nue et l'autre luxuriante? La raison est simple, l'île Philippe abritait autrefois des pins de Norfolk, mais ils ont tous été coupés et expédiés par bateau. Plus tard, elle a servi de prison pour condamnés violents. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, des chèvres, porcs et lapins y ont été amenés. Ils se sont multipliés et ils ont tout dévoré. Fin de l'histoire. Dans ces conditions, pas évident que les autours trouvent où nicher. Problème numéro 2, les corvidés ne se laisseront pas faire. Si vous avez déjà vu un groupe d'entre eux poursuivre un rapace en plein ciel, plongeant sur lui encore et encore, vous savez qu'ils sont pleins de ressources. Les corvidés attaquent les rapaces pour protéger leur nid ou pour voler de la nourriture. Ils ont pour eux leur intelligence sociale. Ces oiseaux vivent en grands groupes, dotés de liens familiaux étroits, et quand le danger frappe, ils attaquent ensemble. La force des corvidés réside dans leur nombre, surtout quand l'adversaire est un oiseau solitaire comme un rapace. Les rapaces comptent sur leur taille et leur puissance. Pour les corvidés, l'important c'est la famille. Oui, ça fait penser à un mème de Dominique Toretto. Là où leur territoire se chevauche, on voit souvent un rapace plonger pour attraper un poisson avant qu'un groupe de corvidés ne le lui arrache. Et s'il n'y a pas d'autres rapaces à proximité pour les soutenir, le puissant chasseur doit renoncer à son dîner. Mais tout ça concerne plutôt les corneilles. Qu'en est-il des corbeaux? C'est plus compliqué car comme les rapaces, les corbeaux ne forment pas de grands groupes, ils vivent en couple. Cependant, si on introduisait des autours sur l'île Philippe, les corbeaux pourraient s'unir pour défendre leur territoire. En fait, un simple duo de corbeaux chassant un autour suffirait pour que les autres reçoivent le message. Parce que, eh bien, vous savez, ils sont très intelligents. Selon une étude, dès l'âge de 4 mois, les corbeaux possèdent des capacités cognitives pleinement développées. Les corbeaux adultes rivalisent d'intelligence avec les grands singes. Une autre étude a montré qu'en matière de résolution de problèmes, les corvidés valent des enfants de 7 ans. Beaucoup d'animaux agissent en tenant compte de l'avenir. Les castors construisent des barrages, les écureuils cachent des noix. Mais pendant longtemps, on pensait que seuls les humains et les grands singes pouvaient vraiment planifier. Mais non, les corbeaux en sont capables. Lors d'une expérience, on leur a appris à échanger un jeton contre de la nourriture. Plus tard, on leur a donné des objets, dont un casse-croûte fade et un jeton. Dans 73% des cas, les oiseaux ont choisi le jeton. Ils se souvenaient qu'il pouvait être échangé contre quelque chose de plus savoureux. Leur mémoire est excellente. Une fois, un chercheur a capturé et marqué plusieurs corvidés, et ils se sont souvenus de lui. Chaque fois qu'ils le revoyaient, ils criaient pour avertir les autres de la présence de ce type louche. Ils savent aussi se servir d'outils. Ils utilisent des bâtons pour obtenir de la nourriture et ils peuvent porter plusieurs choses à la fois. Et c'est pas tout, ils comprennent comment l'eau se déplace. Lors d'une expérience, des corbeaux ont laissé tomber des cailloux dans un tube pour élever le niveau d'eau afin d'accéder à une friandise. Le plus étonnant reste à venir. Les corvidés ne font pas qu'utiliser des outils, ils en fabriquent. Une vidéo montre un oiseau écorcer soigneusement une brindille, la plier en forme de crochet, puis l'utiliser pour extraire de la nourriture d'une crevasse, avec précision et sans effort, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Leur cerveau a aidé les corvidés à conquérir le monde. Ils ont appris à vivre presque n'importe où, des tropiques au désert glacé du Grand Nord, et ils sont devenus l'une des familles d'animaux les plus répandues de la planète. S'en impose. C'est également des as de la voltige. Leurs longues ailes leur permettent d'explorer de nouveaux territoires, et leur corps et leur cerveau volumineux les aident à s'adapter à tout. Bref, ils sont faits pour la survie. Leurs ancêtres étaient plus intelligents que les autres oiseaux et ont pu s'adapter aux pires conditions. Quoi que la vie leur présente, nouveaux climats, rivaux et même prédateurs, les corbeaux peuvent y faire face. En conclusion, ils vont tous nous ridiculiser, autour, manchots et même humains. Au fait, une chose importante, les aigles et les autours qu'on ferait venir sur l'île Philippe ne seraient pas obligés de chasser uniquement des corbeaux. Bien au contraire, en vérité, si on leur donne le choix entre un corbeau rapide, fort et intelligent
et un manchot pygmée, le prédateur choisira le manchot. C'est une proie facile qui ne vole même pas, elle ne fait que se dandiner, le contraire d'un casse-croûte rapide. Ce qui nous amène au problème numéro 3. L'ironie de l'histoire, c'est que tout ça est déjà arrivé. Ailleurs sur la côte australienne, un rapace a attrapé un manchot pygmée directement dans l'eau. On a d'abord pensé que c'était un accident, mais certaines erreurs ont tendance à se répéter. Ces images ont été prises dans le parc national Royal au sud de Sydney en avril 2015. Un pigargue a attrapé une proie dans une colonie de manchots établie un peu plus haut sur la côte, dans la réserve naturelle de Five Islands. Au début, on pouvait pas voir ce qu'il tenait, de loin ça ressemblait à un gros poisson, peut-être un saumon. Mais quand le pigargue s'est rapproché, tout s'est éclairé, son dîner était un manchot. Le manchot l'avait bien compris. Pour le pigargue, ça n'avait rien d'inhabituel, c'est des chasseurs très habiles après tout. Ils planent au-dessus de l'eau et ils plongent pour attraper des poissons, des serpents marins et parfois des manchots s'ils ne plongent pas assez vite. Et les manchots pygmées, vu leur taille, font un bon casse-croûte. Des cas similaires ont été observés dans d'autres pays. Par exemple au Canada, et ici, un pigargue à tête blanche attaque des poussins de manchots. Bon, vous me suivez, si on fait venir des rapaces sur l'île Philippe, les manchots ne feront que souffrir davantage. Mais il y a peut-être un autre moyen. Qu'est-ce qu'on en pense sur place? Eh bien, les chercheurs s'y connaissent déjà en capture de corbeaux. De septembre 2012 à octobre 2013, puis de mai 2015 à février 2017, 198 corbeaux ont été capturés et bagués sur la péninsule de Summerland, où il y a des manchots surtout. Ils ont été capturés à l'aide de pièges pour chats et de pièges australiens modifiés. De plus, les chercheurs ont conçu un appât spécial fait de pain et de nourriture pour chiens à base de poulet, d'agneau, de bœuf, de porc et de fibres végétales. Ça met l'eau à la bouche, et les corbeaux ont bien mordu à l'hameçon. En moyenne, les chercheurs les gardaient 3 à 4 heures avant de les relâcher. Mais pourquoi faire? Pourquoi ne pas les éliminer une fois attrapés? C'est simple, ils les capturaient pour la science, plus précisément pour étudier leur alimentation. Il n'était pas question de les exterminer. Personne n'avait la permission ou l'autorité nécessaire. De plus, tuer des corbeaux aurait été synonyme d'interférence avec la faune, car c'est une espèce native. Et oui, le petit corbeau est un corvidé qui vit dans le sud-est de l'Australie. Il n'y a pas été amené par des humains, il s'y est installé tout seul. Bref, c'est un animal local avec un passeport australien. Quant à l'île Philippe, les oiseaux y sont arrivés tout seuls, sans assistance humaine. Traduction, il s'agit d'animaux sauvages qui doivent pouvoir vivre comme ils l'entendent. Il se trouve qu'ils ont décidé de manger des manchots et que les humains aiment bien les manchots. Mais la situation est totalement différente du cas des renards et des chats, qui n'auraient jamais mis la patte en Australie sans humains. Une erreur qu'il nous revient de corriger à l'aide de l'abattage et autres méthodes désagréables. Mais le cas des corvidés est bien différent. Selon les estimations, ils vivent en Australie depuis 5 millions d'années, bien avant notre arrivée. Corrigez-moi si je me trompe. En réalité, c'est nous les étrangers. Les corvidés sont chez eux. Et s'ils veulent manger des manchots, ça les regarde. Bien sûr, on peut essayer de les persuader de modifier leur menu, grâce à un vieux truc que j'ai mentionné. L'apprentissage par aversion. L'idée est de faire manger quelque chose à un animal, comme un œuf, et que ça le rende malade. Pas gravement, mais suffisamment pour qu'il évite cette nourriture à l'avenir. J'ai fait une intoxication alimentaire avec des framboises étant petit, et depuis, elle m'inquiète un peu. Bref, une expérience à base d'œufs et de corvidés a eu lieu en Afrique du Sud, près de l'embouchure du fleuve Berg. Les chercheurs ont installé de faux nids le long de la côte et placé des œufs spéciaux à l'intérieur pour leur donner la nausée. Dans certains nids, ils ont mis des œufs normaux pour voir la différence. Devinez quoi? Avec le temps, les corvidés ont appris à éviter les premiers nids. Par prudence, vous comprenez, pour ne plus tomber malade. Mais qu'en est-il des manchots? Ont-ils besoin d'être sauvés? Comme je l'ai dit au début, en 2013, 60% des couvées ont été attaquées ou détruites. Mais 2 ans plus tard, 2 fois moins de nids ont été touchés, alors qu'aucun Batman manchot n'était apparu. Ils s'étaient simplement adaptés en rendant leur terrier plus sûr. En effet, les manchots n'ont pas besoin de clôtures, de caméras ou d'œufs empoisonnés pour protéger leur nid, mais d'un réaménagement, pour que les prédateurs ne puissent plus les repérer ou les atteindre.
Parfois, il suffit d'une entrée plus étroite ou d'un tunnel plus profond. Les manchots pygmées passent la journée sous terre et c'est la période d'activité des corvidés. Plus un terrier est profond, moins il y a de chances que les poussins soient trahis par leur bruit, leur odeur ou leur mouvement. Et si l'entrée est assez étroite, les corbeaux ne peuvent pas entrer. Un simple effort d'ingénierie et le drame est évité. Depuis 2015, c'est-à-dire depuis 10 ans, le nombre de manchots de l'île Philippe est resté stable. Notamment car les corbeaux s'attaquent aux poussins avec une intensité variable selon la disponibilité d'autres sources de nourriture. Mais tous les manchots n'ont pas la vie aussi belle que ceux de l'île Philippe. Ailleurs, les choses sont pires. Par exemple, en Nouvelle-Galles du Sud, il ne reste qu'une colonie côtière et elle est menacée. Sur l'île Granite, en Australie méridionale, la population de manchots a chuté de 99% en 20 ans, à cause de la sécheresse et des prédateurs. Plus à l'ouest, au-delà de la plaine de Nullarbor, les colonies de manchots de la côte d'Australie occidentale font face à une autre menace. L'océan se réchauffe et le climat change trop vite. La température de l'eau augmente, leurs proies disparaissent et les manchots ne peuvent pas s'adapter assez rapidement. En résumé, les manchots pygmées ont bel et bien besoin d'aide, mais pas avec les corbeaux. Vous me devez un like. À plus.